l'un des métiers qui fait désormais le plus rêver au monde. Influenceur. Placement de produits, tutoriels en tout genre, mais aussi promotion de paris sportifs, publicité pour la chirurgie esthétique. J'ai fait des machines, en fait, au niveau de mon vagin. Genre là, c'est comme si j'avais 12 ans, genre. En France, il serait 150 000. La plupart ne peut pas en vivre, mais une poignée, souvent issue de la télé-réalité, en a fait un business juteux, quitte à flirter parfois avec l'illégalité. Parmi les escroqueries les plus répandues, les conseils en copy trading. Cette pratique qui permet à des amateurs de spéculer en copiant les actions de traders professionnels. Des conseils prodigués par des influenceurs après une inscription payante. L'homme que nous avons rencontré en a fait l'amère expérience. Bonjour Slim. Bonjour Natacha. Alors je précise que Slim, c'est votre nom d'emprunt. Vous avez cofondé un collectif, le collectif Avis, pour la défense des victimes d'influenceurs, parce que vous dites vous-même avoir été victime d'un couple d'influenceurs, vous dites avoir perdu de l'argent à cause d'eux. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? Oui, bien sûr. Donc j'ai découvert ces influenceurs dans une émission qui est très connue. Donc j'ai commencé à les suivre à partir de ce moment-là. Donc au début, c'était vraiment par curiosité. Donc je regardais leurs stories quotidiennement. Ils parlaient tout le temps de copy trading, de placement en copy trading, qu'il y avait un trader qui était avec eux, qui donnait des bons conseils en placement dans le trading. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer au bout de quelques mois. Même si je ne croyais pas réellement au rendement qu'ils promettaient, je me suis dit, même si j'arrive à faire un rendement de 4-5%, pourquoi pas mettre plus d'argent. Donc j'étais vraiment parti sur cette optique-là. Donc je me suis inscrit dans leur copy trading, sauf que j'ai tout perdu. Vous saviez que ces influenceurs n'étaient pas des professionnels du trading, pourtant vous avez décidé de suivre leurs conseils. Pourquoi ? Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils ont une très grande communauté, donc ils ont une certaine crédibilité. Donc je me suis dit, ils ne vont pas arnaquer leur communauté. Et la deuxième chose, c'est que lui-même disait qu'il y avait un trader professionnel qui était avec lui et que c'était ses conseils à lui qu'on devait suivre. Mais bien évidemment, aucune transparence auprès de ce trader. On ne sait jusqu'à aujourd'hui absolument pas qui c'est. Donc ils font tout finalement, ces influenceurs, pour gagner la confiance des personnes qui les suivent. Exactement. Il faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui les ont suivis, plusieurs milliers, voire dizaines de milliers. Et c'est souvent, il y a tout type de profit. Il y a vraiment des gens qui ont fait des études, des cadres d'entreprise, comme des gens qui sont dans des précarités financières. Vous vous êtes un jour rendu compte que vous étiez loin d'être la seule victime. Comment en avez-vous pris conscience ? Alors, il faut savoir que le collectif s'est créé vraiment par hasard sur Twitter. Donc, j'ai lancé un space, un live sur Twitter, et on voyait énormément de victimes défiler. Et là, on s'est dit vraiment, en fait, il y a quelque chose à faire. Donc, on a décidé de créer ce collectif. On s'est dit, on va rejoindre les plaintes, on va réunir les plaintes et on va déposer plainte au nom des victimes auprès d'un seul procureur, parce qu'il faut savoir que quand les victimes portent plainte, vous en avez un par exemple à Bordeaux, un à Nantes, un à Marseille. Quand le procureur il reçoit une plainte pour par exemple un écouteur pas reçu d'une valeur de 30 €, eh ben, il classe souvent ça sans suite. Donc, alors que si nous avons 300, 400 plaintes auprès et qu'on dépose ça chez un seul procureur, je pense que ça a beaucoup plus de poids. Lorsque vous créez ce collectif, qu'est-ce que vous racontent les personnes victimes d'influenceurs ? Alors, on a vraiment plusieurs types d'histoires. On a eu, pour les plus impactants, celle qui nous a vraiment le plus touchés, c'est les familles déchirées. Parce qu'il y a des économies d'une vie parfois qui ont été placées dans ces dérives-là. Il y a souvent des mamans qui sont seules, qui élèvent des enfants seuls. On a eu par exemple une histoire où une maman a dû vendre sa voiture pour pouvoir investir dans des placements financiers avec des influenceurs, pour aussi avoir le temps de s'occuper de son papa qui était mourant. Sauf qu'elle a tout perdu, la pauvre. Donc on a vraiment beaucoup d'histoires. Pour lutter contre les dérives et encadrer ce marché qui pèse en France plusieurs millions d'euros, une loi a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale et le Sénat. Un texte coécrit par Arthur Delaporte, député socialiste du Calvados. Bonjour Arthur Delaporte. Bonjour. Pourquoi cette loi était essentielle selon vous ? Aujourd'hui, il faut quand même considérer que l'influence, c'était un peu la loi de la jungle. Et donc, finalement, il n'y avait pas de texte clair
Il n'y avait pas de règles claires. Et donc, il y a des personnes qui ont commis des dérives très dangereuses, mais il y a surtout beaucoup de gens qui faisaient de la pub en ligne sans savoir quelles étaient les règles qui s'appliquaient. Et aujourd'hui, avec cette loi, on va avoir un cadre clair qui va dire ce qu'on doit faire et puis ce qu'on a le droit de ne pas faire aussi. Alors justement, cette loi définit ce qu'est un influenceur et crée un statut légal. À partir de quand devient-on un influenceur ? On est influenceur à partir du moment où on va toucher une rémunération. Ça peut être de l'argent, enfin une rémunération économique, ou alors un avantage en nature en contrepartie d'une promotion, soit d'une promotion pour un bien, un service, mais aussi pour une cause quelconque. Avec cette loi, les influenceurs vont donc avoir des obligations. Quelles vont être ces obligations ? Aujourd'hui, les premières obligations qui s'imposent aux influenceurs, c'est la transparence. Si j'ai reçu une rémunération, si je fais de l'activité d'influence commerciale, alors je dois le dire, je dois en informer mon public. Et puis, je dois aussi m'assurer que la promotion du produit que je fais, elle est conforme à un certain nombre de règles. Si par exemple, je fais de la pub pour un produit qui est vendu sur un site, je dois m'assurer que le produit est disponible, que ce n'est pas de la contrefaçon, que finalement, il y a un vendeur avec une adresse bien identifiée. Et puis, si je fais d'autres types de promotions, alors je dois informer les usagers qu'il y a des risques spécifiques ou qu'il y a des règles à respecter. Par exemple, si je fais de la promotion pour de la formation professionnelle, je dois dire quel est l'organisme de formation. Il va y avoir une interdiction formelle pour la promotion de la chirurgie esthétique. Pourquoi ? On a vu, par exemple, des influenceuses qui allaient se faire retoucher, qui allaient subir des injections, par exemple, sur les paupières, voilà, et qui, aujourd'hui, ont des irritations aux yeux et qui ont fait de la pub pour les injecteurs en disant « Regardez, allez chez cet injecteur extraordinaire qui m'a supprimé les poches sous les yeux ». Mais en fait, derrière, elles ont des conséquences importantes parce que c'était des faux médecins. Donc nous, on dit, il faut qu'on régule ça. Il faut qu'on interdise finalement à tous ces charlatans de la médecine esthétique de faire de la promotion via les influenceurs. Il y a aussi des injonctions particulières qui pèsent sur les femmes, et notamment sur les influenceuses, avec des canons idéaux de beauté qui ont des incidences finalement sur leur communauté. Voilà, donc on a un double objectif, un objectif de protection de la santé publique et puis un objectif aussi de lutte contre les stéréotypes sexistes. Comment contrôler que les influenceurs respectent la loi ? Est-ce qu'il y aura des moyens pour cela ? Alors, des moyens, oui. Le gouvernement a annoncé notamment la création d'une brigade spécialisée de 15 agents à la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Et puis, il y aura aussi la loi, tout simplement, avec des peines qui vont s'appliquer, qui pourront aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Donc, c'est des peines assez conséquentes. Mais je pense que la plus grosse sanction, c'est celle de l'interdiction d'exercer le métier d'influenceur, finalement. Parce que si demain on fait des mauvaises pubs, on pourra avoir cette peine dite complémentaire d'interdiction du métier d'influence, voire aussi une expulsion des réseaux sociaux. Ça, perdre son compte pour un influenceur, il n'y a rien de pire. Merci beaucoup Arthur Delaporte d'avoir répondu aux questions de France 24. Selon une étude de l'agence Marketing Reach, l'influenceur moyen en France compte 50 000 abonnés, loin de l'influenceur suivi par des millions de personnes. Et contrairement aux idées reçues, plus de 85% des influenceurs gagnent moins de 5 000 € par an. Mathilde a 31 ans. Après avoir été assistante sociale pendant une dizaine d'années, elle est devenue prof de yoga et créatrice de contenu sur Instagram. Les mains sur les genoux, les paumes tournées vers le ciel. On connecte les pouces, les index entre eux. Bonjour Mathilde. Bonjour Natacha. Vous vous présentez, vous Mathilde, comme créatrice de contenu et non comme influenceuse. Pourquoi faire cette distinction ? Alors, en toute honnêteté, c'est vrai que je dis souvent que je n'aime pas tellement, je ne suis pas très à l'aise avec ce statut, cette dénomination d'influenceuse. Année après année, c'est une dénomination qui a été un petit peu dégradée, un petit peu ternie, notamment par la télé-réalité, et qui est venue un petit peu noircir finalement notre travail sur les réseaux sociaux. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens plus à l'aise avec le statut de créatrice de contenu. Vous avez aujourd'hui pratiquement 50 000 abonnés sur Instagram. Pouvez-vous vivre aujourd'hui de votre activité de créatrice de contenu ? Je pense que j'aurais pu faire le choix d'en vivre. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je ne suis pas uniquement influenceuse, créatrice de contenu. À côté, je suis aussi prof de yoga, je donne des cours, j'ai des contrats avec des particuliers, avec des entreprises. Mais je pense que oui, j'aurais pu faire le choix lorsque j'ai quitté mon activité précédente de salarié, d'être 100% dans l'influence. C'était un choix de ne pas le faire parce que je pense qu'il y a 2 raisons principales. La première, c'est que j'étais
pas forcément très confiante sur le fait que dans la durée, ça allait pouvoir être une activité pérenne. Il y a des mois où on ne gagne quasiment rien, des mois où on va très bien gagner sa vie. Et puis j'avais besoin d'une stimulation intellectuelle et humaine qui aille au-delà de ce que je fais avec l'influence. Comment choisissez-vous vos partenariats et est-ce que vous le précisez à vos abonnés? Je pense être assez authentique. J'aime bien donner un petit peu les backstage. Pourquoi cette marque et pas une autre? Je pense qu'aujourd'hui, parmi toutes les propositions que je reçois, je pense qu'il y a peut-être en moyenne un quart que j'accepte et les 3 quarts que je refuse. D'une part parce que je ne veux pas encombrer trop ma communication sur les réseaux de publicité. Et après, quand je choisis une marque, de plus en plus, j'essaie vraiment d'aller vers des marques qui me ressemblent, qui me correspondent au quotidien. Donc voilà, moi j'essaye au quotidien d'avoir un mode de vie relativement sain, le plus éco-responsable possible, même si je ne suis pas parfaite, comme tout le monde. Mais voilà, j'essaye en tout cas que ce soit des marques qui aient une vraie éthique, une vraie déontologie. Une loi a été adoptée par l'Assemblée nationale pour encadrer le métier d'influenceur. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Je pense que oui, c'est plutôt une bonne décision. Déjà, ça permet finalement d'admettre et de reconnaître que influenceur est un vrai métier. Moi, aujourd'hui, j'ai pas la sensation, en tout cas, là tout de suite, j'ai pas eu la sensation que ça avait changé beaucoup de choses, en tout cas à mon niveau, parce qu'il y a déjà assez facilement des contrats qui se mettent en place, en tout cas dans le cadre de collaborations rémunérées. Peut-être la petite différence, c'est que moi, j'avoue que j'avais pas forcément toujours le réflexe de mentionner que les partenariats étaient rémunérés. Donc c'est peut-être finalement la seule chose qui, moi, au quotidien, va être un peu effective et de façon pratico-pratique va changer. Le métier d'influenceur fait partie des 10 métiers qui font le plus rêver au monde. Comment expliquez-vous cette attirance des jeunes pour ce métier d'influenceur? Comme pour toute profession, et notamment des professions très exposées, il faut savoir pourquoi on fait ce métier et ne pas le faire pour la visibilité, pour la mise en avant, la pseudo-célébrité, pour aussi l'argent. Parce que, je pense qu'il y a quelques années, moi, quand j'ai commencé, on partageait une passion avant tout. Et on a créé une sorte d'engouement autour de notre partage, aussi de par notre authenticité. Et j'ai peur que finalement, en se disant qu'est-ce que je vais partager pour pouvoir être connue et peut-être gagner de l'argent, est-ce qu'on arrive à rester autant authentique? Je sais pas. J'aimerais pas trop avoir un adolescent là en 2023 à la maison. Merci beaucoup Mathilde d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'était très intéressant de pouvoir s'exprimer sur le sujet.